L'addition avec Rémy Tel. Bonjour Rémy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du collectif Peuple Libre, et que vous avez écrit justement 3 livres, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée. On a décidé de refaire une addition ensemble parce qu'on était passé un peu rapidement sur le sujet du pape tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence, pas tout à l'heure, la semaine dernière, est-ce que vous voulez bien qu'on commence par ce sujet-là ? Oui, bonjour Richard, bonjour Alexandre, bonjour à tous. 67 millions de cardinaux en France, vous avez bien entendu, à l'approche du conclave qui désignera la semaine prochaine vraisemblablement le 267e successeur de l'apôtre Pierre à la tête de l'Église catholique. Les pronostics vont bon train et même plus que cela, sur les réseaux sociaux comme autour des tables familiales, des camps se structurent et s'affrontent sur fond de fractures politiques entre conservateurs et modernistes. Au cœur de la controverse notamment, on trouve le cardinal Robert Sarah, béatifié vivant par une partie de la droite pour ses prises de position anti-immigration. Il serait la cible de manœuvres diplomatiques françaises pour être évincé de la course. Une ambiance qui déroute au moment où la foi semble renaître de ses cendres dans notre pays et qui pose quand même une question douloureuse. Ne sommes-nous pas en train de nous égarer complètement au terme d'un pontificat qui, justement, aura confondu à l'excès religion et politique? Certes, le mélange des genres à l'endroit du Vatican ne date pas d'hier, mais poussé jusqu'à lire « fuck les gauchistes » ou « dehors les fachos », c'est véridique, quand il s'agit des affaires du ciel, tout de même, décidément, la modernité souille tout ce qu'elle touche. Surtout, le catholicisme mérite une attention plus sincère que la seule instrumentalisation idéologique. Dans sa démocratie en Amérique, Tocqueville dénonçait ceux dont l'ambition est d'attacher des morts à un vivant. Les scandales du monde passeront, mais l'évangile, lui, ne passera pas. Nous devrions méditer. Merci beaucoup Rémy Tel. J'ai effectivement été stupéfait de voir d'abord un compte X un peu foireux répandre les infox les plus douteuses, mais surtout le titre de l'humanité, qui est une espèce de charge sabre-clair contre le cardinal Sarah, et la manière dont, comme d'habitude, la gauche passe sa vie à vomir l'Église catholique, tout ce qu'elle défend et tout ce qu'elle promeut, mais en revanche se réveille à chaque mort du pape en espérant le pape le plus progressiste possible, comme si brusquement le pape allait être écouté par tous ceux qui, le reste de l'année, font en sorte de ne rien écouter des commandements de l'Église. Rappelons que pour la gauche, en France, l'Église se résume au scandale sexuel et que tout ce que l'Église fait depuis 150 ans, on en parlait avec Jacques de Guibon hier en matière de doctrine sociale, en matière de défense des travailleurs, en matière de droit des syndiqués, est absolument lettre morte pour la gauche qui s'approprie d'une manière générale toutes les victoires sociales sans vouloir jamais reconnaître que c'est l'Église qui a permis en France et dans le monde les plus belles avancées sociales et surtout qui a permis de les conserver, sauf dans les pays où le socialisme étant arrivé à la tête de l'État, évidemment, faillite complète, misère totale et persécution ayant ruiné et le pays et ruiné toutes les chances de charité possibles. Voilà, c'était mon petit édito à moi, ça me tenait à cœur. On sentait que ça venait du cœur, Richard. Mais je suis stupéfait chaque fois qu'un gauchiste se permet d'expliquer qu'il a un avis sur l'élection du pape. Quand Marine Tondelier nous dit il faudrait que le pape soit comme ci, comme ça, mais à quel moment Marine Tondelier rappelle-t-elle ce que l'Église dit en matière de défense des travailleurs ? De mémoire, Marine Tondelier est catholique pratiquante en l'occurrence, donc peut-être a-t-elle plus sa voix au chapitre. Si Marine Tondelier est catholique pratiquante, elle ferait bien d'écouter ce que dit l'Église quand elle vote. Voilà, c'est parce que c'est absolument aberrant de croire que les catholiques ont le droit de dire qu'ils sont catholiques et de proposer des lois qui ne le sont absolument pas. Ça aussi, c'est absolument aberrant. Alors il y a ça, mais d'un autre côté il y a aussi un aspect dont parlait Rémy, qui est que on a l'impression que notre chère et tendre démocratie républicaine nous donne la capacité à chacun de nous exprimer sur qui on voudrait comme pape, effectivement, comme si en fait déjà notre parole avait une quelconque valeur dans le conclave, et puis en fait oui, comme si c'est ça, c'était aux croyants de décider qui serait le prochain pape par par une merveilleuse élection, et puis pour finir en fait, qu'en savons-nous de ce qui ferait un bon ou un mauvais pape dans l'ensemble? C'est vrai qu'il y a une transposition
du politique à l'Église, comme si en fait on élisait effectivement un chef d'État alors qu'en fait on élit concrètement le successeur de Saint-Pierre théoriquement. Le successeur de Saint-Pierre qui a malgré tout un rôle politique. Rémy Tel, c'est vrai qu'à défaut de savoir ce que serait un bon pape, on est capable de savoir on est capable de reconnaître un mauvais pape, sans esprit de polémique. Seul l'Esprit Saint sait. Mais effectivement, si vous faites référence aux 12 ans de pontificat de François... Ouais, par exemple. Vous pensiez à Alexandre Borgia, non? Précisément, ce qui a pu déranger dans ce pontificat, c'est une sorte de confusion, en réalité, entre le terrain politique, le terrain de la vie de tous les jours, et parfois les prises de position du pape François. Je crois, mais je ne veux pas tomber dans le même écueil que celui que dénonçait Alexandre, mais il me semble qu'effectivement l'Église a quelque chose à dire de la création, et si elle n'est pas dans le monde, elle est avec le monde. Et par exemple, lorsque le pape François s'exprime à travers sa deuxième encyclique Laudato Si en faveur de la protection de l'environnement, de la biodiversité, il est pleinement dans son rôle. En revanche, lorsqu'il écrit un certain nombre de confrères en Amérique pour dénoncer telle ou telle politique de la part de Donald Trump, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, je crois qu'il y échappe. Et surtout, je crois, et ça c'est ce qui est fondamentalement le plus préoccupant, que cela affaiblit en réalité la position de l'Église dans le monde. Et c'est pour ça, vous voyez, j'essaye d'être à peu près honnête. C'est une valeur qu'on prise beaucoup sur Radio Courtoisie. À mon avis, on risque de reproduire la même chose avec cette espèce de plébiscite autour du cardinal Robert Sarra, sachant, et le point n'est quand même pas mineur, que quand on interroge des spécialistes du Vatican, ça est arrivé la semaine dernière, une journaliste de la presse vaticane, il se trouve, et là ça montre le décalage entre l'opinion publique et la réalité de l'Église, que le cardinal Sarra a une aura au sein du conclave, si vous voulez, qui n'est pas très très importante. C'est pas un très grand théologien. Voilà, donc quelles que soient les positions qu'il adopte sur le fond, il ne se trouve pas en position de favori pour sortir pape la semaine prochaine. Et ce n'est pas Twitter qui va l'imposer, si vous voulez. Et s'il n'est pas désigné comme pape la semaine prochaine par ses collègues, ce ne sera pas non plus la preuve d'un grand complot international contre la doctrine de l'Église. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est assez dérangeant. Je trouve que c'est assez dérangeant, même si, pardon pour cette réponse un peu confuse et longue, même si, effectivement, de tout temps, les princes se sont mêlés de l'élection du pape. On se souvient de la fameuse querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII, mais justement Philippe le Bel pour affirmer la souveraineté politique française face à Rome. Et je crois à nouveau, la phrase de Tocqueville est parlante, que lorsqu'on confond les deux, on attache des morts à un vivant et que c'est toujours le vivant qui finit par en être alourdi. Maëlys. Est-ce que j'ai le micro ? Oui, voilà. Alors effectivement, vous avez dit que ce n'est pas Twitter qui va définir quel sera le prochain pape. Cependant, il est quand même important nous, en tant que croyants, en tout cas, c'est quand même assez prépondérant pour nous d'avoir un pape qui est en phase avec la doctrine de l'Église. Donc, je veux dire, on aura quand même des choses à dire si à nouveau il y a un nouveau pape progressiste. C'est quand même important de rester fidèle à une doctrine, une doctrine de l'Église. Mais qui sommes-nous pour juger, Maëlys ? Mais Maëlys a Maëlys a parfaitement raison. Voilà. En fait, ce qu'il y a d'énervant avec le pape François, c'est cette prétention à refondre en permanence tout ce qui l'a précédé. C'est-à-dire dans les détails les plus anecdotiques, comme dans les propositions les plus structurantes. Alors, le pape François était peut-être un peu malin. Parce que. Alors, lui disait qu'il était fourbe. C'était un jésuite. Oui, non, mais il l'a réclamé, il l'a expliqué. Il ne prétendait pas être malin, il prétendait être rusé, un po' fourbo. C'est vrai que quand on regarde, moi j'ai longtemps jugé avec beaucoup de sévérité son pontificat, avant de devoir m'y intéresser dans le cadre professionnel. Et en fait, il se trouve que
Il a donné beaucoup de gages verbaux aux progressistes, mais la doctrine de l'Église en tant que telle n'a pas changé d'un iota durant le pontificat de François. Non, Et elle n'a les pas plus- changé d'un iota parce qu'il a bien montré que ça n'avait en fait aucun intérêt. Ça, Oui. moi aussi, je me Oui. suis intéressé à la manière dont le pape François parlait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a en permanence expliqué des choses absolument magnifiques, comme la miséricorde nécessaire, le fait d'aller vers les pauvres, etc. Donc, parfait. Et le fait de réclamer dans cette époque dure, surtout quand on écoute des antifas, qu'il faut au contraire être miséricordieux, pardonner, aller vers l'autre, plutôt que de lui casser la gueule, sous prétexte de lui enseigner quelle est la vérité, le beau et le bien. On est tout à fait d'accord. Mais il a surtout en permanence expliqué que la pastorale exigeait que la doctrine soit remisée en haut du placard. Tiens, en fait, s'il n'a pas changé la doctrine, c'est parce qu'il a en permanence délégitimé le poids de la doctrine. Il a en permanence expliqué que la doctrine ne servait à rien. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que chez lui, effectivement, on ne peut pas l'accuser d'avoir changé de dogme. Il a juste expliqué, tacitement ou explicitement, que le dogme n'avait aucun intérêt. Et il a même allé jusqu'à proclamer des péchés synodaux où la doctrine utilisée comme une pierre était un péché. C'est-à-dire le fait de rappeler la doctrine était un manquement à la charité, un manquement à la miséricorde. Donc c'est facile pour le pape François et pour ceux qui défendent le pape François, j'entends bien Rémi Tel que votre esprit critique est toujours intact, d'expliquer que le dogme n'a pas changé. Le dogme n'a pas changé parce qu'en fait il est devenu inutile. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, ce que disent beaucoup d'analystes, c'est que, et là on ne rentre pas trop dans le champ politique, à tout le moins, s'il fallait une qualité au prochain pape qui a peut-être fait défaut au précédent, c'est une solide quand même assise théologique. Et parfois l'Église a pu sembler effectivement naviguer à vue durant ces 12 dernières années et perdre donc un certain nombre de croyants dont la vue a été brouillée en fait par les messages parfois contradictoires, parfois ambigus ou parfois insuffisants tout simplement du pape François. Ils disent une deuxième chose aussi, c'est un pape qui connaisse bien les arcanes du Vatican. François était argentin, comme tout le monde le sait. Il n'aimait pas le Vatican. Il avait d'ailleurs refusé en 2005 d'être choisi par ses collègues au conclave. Je ne sais pas s'il faut dire collègues quand on parle de cardinaux, mais chacun aura compris. Et en fait, diriger le Vatican suppose quand même d'en connaître les rouages, le fonctionnement, et peut-être qu'il a perdu beaucoup de temps en réalité à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et c'est autant de force qu'a perdu sa parole au cours de ces 12 années de pontificat. Je me posais une question qui est effectivement quant à cette élection dans ce conclave. Si je ne m'abuse, est-ce que c'est pas le seul élément de démocratie qui existe dans l'Église qui sinon fonctionne de façon plutôt, on va dire, monarchique et nominé, l'Église est une nomination. monarchie de droit divin, effectivement, mais il y a de nombreux exemples de démocratie. Si on réduit la démocratie au fait de voter pour élire, oui, effectivement, c'est la seule élection. Mais outre le fait C'était absolument pas une critique, non, Richard. mais j'entends bien, parce qu'il faut défendre la démocratie de temps en temps, et notamment la vraie, qui consiste à écouter les gens et à prendre des décisions après les avoir consultés, plutôt que de prétendre les écouter et de prendre des décisions en refusant de les avoir entendus. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence parce que... Non, mais il y a des conseils paroissiaux, il y a le synode sur la synodalité a donné des outils pour que les laïcs puissent participer plus activement à la vie de l'Église. En fait, il y a un élément quand même de démocratie incroyable dans l'Église catholique, c'est que au-dessus du fidèle, il y a le prêtre, et en fait, le prêtre et le fidèle font partie de l'Église militante. Au-dessus du prêtre, il y a l'évêque, au-dessus de l'évêque, il y a le pape. Autrement dit, il y a deux échelons hiérarchiques dans l'Église catholique. Là, vous allez voir votre maire, qui ensuite va voir l'intercommunalité, qui ensuite va voir le département, qui va voir la région, qui va voir le ministère, qui va voir... voilà, donc avant que vous puissiez... il n'y a pas deux échelons entre le président Macron et les Français. Il y a 100 échelons et 100 mépris. Wow. Eh bien, et combien de mépris dans l'Église catholique, c'est assez peu. Voilà, on l'imagine. Cela étant, le fait de parler de démocratie est peut-être la bonne transition pour nous amener vers notre deuxième sujet.
que nous voulions aborder, Rémy-Tel, qui est la question de la candidature de Cyril Hanouna. Alors, pour donner très rapidement du contexte aux auditeurs, une de Valeurs Actuelles est sortie lundi, qui annonçait la candidature de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna y a répondu hier en expliquant qu'il s'agissait d'un prank, enfin d'une farce, d'une blague, je ne fais que citer, voilà. D'un autre côté, on comprend que les propositions à l'intérieur sont sérieuses et que c'est ce qu'il ferait s'il était réellement candidat. En fait, ce qu'on comprend globalement, Rémy-Tel, c'est que il a voulu tâter un peu le terrain pour voir comment les gens réagissaient. Oui, et ça marche, puisque beaucoup en parlent. Dont nous. Voilà, dont nous. Il serait facile de regarder avec un peu de mépris cette candidature à la candidature. Il n'empêche, elle fait écho à une certaine tradition, finalement, dans la politique moderne, qui est toujours couplée aux médias de masse. On se rappelle de Silvio Berlusconi, on se rappelle de Trump, on se rappelle de Reagan, de Schwarzenegger, de toutes les personnes qui viennent de l'entertainment et qui ont fait de la politique, ce qui n'est pas a priori une condition de qualification, mais ce qui ne les disqualifie pas non plus a priori. Et au fond, même Zelensky d'ailleurs aussi dans le même. Ou Zelensky, et avec des résultats contrastés de part et d'autre. Il n'y a pas de régularité dans ce que ça donne ensuite. Ce qui est certain, c'est que détenir le pouvoir médiatique, c'est détenir le pouvoir tout court. Donc forcément, c'est un accélérateur incroyable. Cyril Hanouna parle chaque jour à plusieurs millions de Français. Il leur parle de leur vie. Donc nécessairement, ils trouvent chez eux un certain écho. On peut se dire que c'est fantasque, on peut se dire que c'est pas au niveau. Moi, je crois surtout que cette possible candidature, en réalité, souligne le vide de l'offre politique aujourd'hui. Et si un candidat détenait toutes les qualités pour s'imposer comme redresseur de la France en 2027, eh bien, jusqu'ici, ça se saurait. Donc, après tout, pourquoi Cyril Hanouna ne pourrait pas, lui aussi, tenter sa chance s'il a des convictions à défendre et des convictions, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très populaires. Parce que quand on en parle comme ça autour d'un micro, ça peut aller, mais je crois comprendre qu'il a notamment l'ambition de réduire drastiquement la dépense publique. Quand il faudra s'attaquer au dur, c'est pas certain que ça plaise forcément aux gens, ce qui veut dire qu'on peut même pas qualifier cette candidature, à mon avis, de populiste. Effectivement, Rémy-Tel, vous l'avez souligné, Cyril Hanouna peut lui aussi tenter sa chance, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais quel est selon vous le profil type de Français qui pourrait quand même mettre le bulletin dans l'enveloppe Cyril Hanouna, puisque ça reste quand même un personnage très controversé, qui est quand même assez décalé aussi, si je puis dire. Et puis j'ai quand même observé, selon un récent sondage, que 10% des Français seraient prêts à voter pour Cyril Hanouna. Donc c'est quand même assez considérable. Et pour compléter votre question, d'ailleurs sur le chat, Dominique nous dit en effet, Rémi, ça marche, Hanouna imite Zelensky et ça prend. Voilà. Moi, très honnêtement, j'aimerais vous répondre que c'est n'importe quoi et que c'est absolument affligeant de penser que 10% des Français souhaitent porter leur choix en 2027 sur quelqu'un qui fait objectivement de l'entertainment, ce qui est pas méprisant dans ma bouche, mais qui va lui donner des leçons de sérieux? Est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est Marine Tondelier? Ça paraît difficile quand même. Donc quand on a connu ce qu'on a connu, on peut se dire Hanouna, pourquoi pas? Et de la même façon, Trump, il a ce côté aussi fantasque et au départ, il était déconsidéré par beaucoup de ses adversaires. Et puis, quoi qu'on pense du fond de sa politique, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas agi pour l'Amérique, qu'il n'ait pas créé quelque chose de fort d'un point de vue politique là-bas. Donc, je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés par les choses politiques, par les choses de leur vie quotidienne, qui ne trouvent pas aujourd'hui d'espoir dans les partis traditionnels, qui en ont trouvé peut-être à un moment au Rassemblement national, mais qui en sont revenus et qui se disent, après tout, pourquoi pas? Et si c'est un candidat un peu chamboule-tout et même un petit peu loufoque, mais qui
qui brise complètement les codes et qui serait capable, en quelques années, de défaire en fait ce système, plutôt que de construire une alternative, au moins de défaire ce qui nous mine aujourd'hui, ils se disent tentons. Et est-ce que vous avez l'impression que ceux qui disent vouloir voter pour Cyril Hanouna sont des gens qui votent déjà ou des abstentionnistes qui se réveilleraient? Est-ce que Cyril Hanouna va prendre des voix au parti constitué? Il y a déjà eu la réponse dessus, pardon. Désolé Richard de répondre à votre question. Mais non, mais vous êtes un vrai journaliste, vous. Mais qui est dans le sondage de Valeurs Actuelles, où on comprend en gros que Hanouna prend son électorat dans 4 ou 5 parts différentes. Il y a d'abord le Rassemblement National, évidemment, à qui il prend des électeurs, Éric Zemmour aussi, et on en retrouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon, des électeurs de Mélenchon qui pourraient décider en sa faveur. Donc tout ce qui est vraiment très contestataire. Et après, dernière part, ce sont les abstentionnistes, pour le coup, qui, eux, sur un esprit un peu gilet jaune de ce qu'on comprend, pourraient suivre Cyril Hanouna. Mais voilà, ça repose à peu près sur ces 4 piliers. Donc voilà, donc il y a un côté anti-système, mais il y a aussi un côté électorat populaire. Et en ça, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un intérêt en soi de la candidature d'Hanouna. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais force est de constater que depuis quelques années, il n'a évité quasiment aucun sujet lors de ses émissions. On se rappelle parfois de débats organisés sur des questions aussi polémiques que la peine de mort, l'avortement, le vaccin, etc. Et donc, s'il conserve cette liberté de ton en étant candidat, même s'il dément aujourd'hui l'être, mais peut-être que l'avenir sera différent, on peut se dire que ça apportera cet oxygène. Je crois que Valeurs Actuelles explique que son parti politique s'appellerait ou s'appelle déjà Oxygène, cette bouffée d'oxygène dans le débat d'idées, en faisant, si vous voulez, ressurgir tout un tas d'impensés, en réalité, dans le débat politique actuel. Et pour cette raison seule, sa candidature aurait une forme de mérite, y compris au sens le plus noble du terme de la politique. Et il y a quand même du mérite peut-être, mais d'un autre côté, on peut s'interroger aussi sur les motivations de Cyril Hanouna qui, malgré certaines qualités qu'on peut éventuellement trouver chez lui, a quand même pas forcément ne donne pas forcément l'impression d'être, je vais le dire tout bêtement, hein, mais un type bien et un type une personne saine. C'est-à-dire qu'en fait on le voit. On parle bien de Cyril Hanouna là. Oui, bien sûr. Okay. Mais non, mais bien sûr. Mais en fait, je dis pas que d'autres politiciens ne le sont pas évidemment, mais c'est le fait qu'on parle bien de Cyril Hanouna comme d'un type bien, une personnalité saine. Ah bon, d'accord. Oui, j'étais étonné. Non. Et justement, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit évidemment à longueur de plateau que en gros, un de ses fonds de commerce, ça reste d'humilier ces chroniqueurs à longueur de TPMP. Voilà, ça reste de faire des blagues, mais souvent basées sur un système de moquerie, d'humiliation et de violence. Concrètement, c'est pas non plus des valeurs saines qui l'emmènent visiblement et qui en fait font le fond de sa personne aussi. C'est-à-dire que rares ont été les fois où on s'est dit que Cyril Hanouna était un type formidable, quoi. Oui, les remontées toxiques aussi de son encadrement dans les coulisses, il paraît que c'était assez terrible. Hein, le complément d'enquête est assez pour ce qu'on peut penser de complément d'enquête, mais c'est vrai que d'une certaine façon, oui, il est réputé en interne pour être une sorte de petit tyran et de petite frappe, quoi, aussi. En fait, il a exactement le comportement d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Français, qui passe son temps à expliquer qu'il a envie de les emmerder, etc. Je cite le président Emmanuel Macron pour ceux qui me reprochaient ma grossièreté. Après, j'aimerais souligner quand même que Cyril Hanouna, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, c'est quand même un type qui, grâce à ses émissions, a donné la parole à des gens qui étaient parfois totalement évincés du consensus médiatique. Bon, évidemment, il y avait diverses personnalités qui évidemment, n'ont pas fait l'unanimité. Cependant, je pense quand même que c'était une émission qui était portée par un type qui voulait donner la voix à ces personnes qui aujourd'hui ne sont écoutées par personne, voire même pas prises au sérieux. Enfin, voilà, il avait quand même, je pense, un petit peu de mérite à donner cette parole à ce peuple qui est entre guillemets un peu oublié de temps en temps. Rémi Tel, vous êtes tout de même toujours notre invité. Qui a un avis sur tout ce qu'on vient de dire? Le bouffon pourrait prendre la place du roi. Ça, personne ne le conteste. Mais parce que le roi, depuis des décennies, se comporte comme un bouffon. Vous voyez,
C'est-à-dire qu'évidemment, dans l'absolu, cette candidature a quelque chose d'effarant pour, pour ce qu'elle dit de l'état de notre démocratie. Mais à nouveau, qui pour lui faire la leçon? Qui pour lui faire la leçon aujourd'hui? Et il est peut-être des moments dans l'histoire politique où des caractères brutaux, grossiers, à l'emporte-pièce parfois, bah oui, peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice, si vous voulez, y compris dans leur absence de nuances, y compris dans leur capacité à envoyer paître leurs adversaires. C'est à nouveau des caractéristiques, je ne compare pas les deux évidemment, mais qu'on pourrait retrouver chez un certain Donald Trump et que Donald Trump a su mettre à profit des États-Unis. Et on avait l'impression, quand vous parliez de personnes grossières, limitées, bas du front et capables d'envoyer brûler leurs adversaires, que vous faisiez l'éloge de Sébastien Deloglu et on était un peu surpris. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que est-ce que c'est Sébastien Deloglu, Louis Boyard, Mathilde Panot, on pourrait en trouver d'autres dans d'autres camps qui vont aller donner des leçons de sérieux et de tenue à Cyril Hanouna. Donc il faut aussi prendre, vous voyez là on parlait tout à l'heure des affaires du ciel, là on est sur terre et même bien sur terre, mais il faut prendre aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc la configuration politique aujourd'hui, c'est qu'il y aura une élection en 2027, qu'il doit donc y avoir des propositions politiques les plus différentes possibles pour que chacun puisse exprimer son point de vue. Et qu'en cela, la candidature de Cyril Hanouna n'est pas illégitime. Elle n'est pas illégitime et elle n'est pas moins bouffonne qu'une autre, mais elle n'est pas plus bouffonne non plus que celle qu'on pourrait attendre du côté de LFI, par exemple, ou des écologistes, ou même quand on regarde ce qui peut se passer au sein du gouvernement, chez les uns, chez les autres. Bon, enfin, comment dire, la configuration politique a tellement changé, si vous voulez, le niveau s'est tellement abaissé que tout devient possible. Sans doute pour le pire, hein, mais après tout, pourquoi ne pas tenter d'en tirer parti? Eh bien, merci beaucoup Rémy Tell de nous avoir accompagnés avec François et Hanouna ce matin.